Les tensions autour de la question iranienne persistent toujours alors que les parties déclarent être prêtes autant à la diplomatie qu'à la guerre. Elle continue de dialoguer. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a confirmé que le troisième cycle de négociations aurait lieu le 26 février à Genève. Le troisième cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran devrait se dérouler le 26 février, comme l'a déclaré le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, au même endroit que la dernière session de négociation, à Genève. L'homme politique omanais a exprimé l'espoir que l'accord entre les parties sera bientôt finalisé. Je suis heureux de confirmer que les négociations américano-iraniennes sont prévues pour le jeudi 26 février à Genève, avec une volonté positive d'efforts supplémentaires en vue de finaliser l'accord. Quelles questions seront abordées lors du troisième cycle de négociations ? Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réaffirmé une fois de plus que Téhéran était prêt à discuter exclusivement de son programme nucléaire, les questions relatives à la production de missiles balistiques et à la politique intérieure de l'Iran n'étant pas incluses dans le programme des discussions. Araghchi a toutefois déclaré que le processus d'enrichissement de l'uranium était un droit inaliénable de l'Iran et que le pays n'avait pas l'intention d'y renoncer. Tout d'abord, l'enrichissement de l'uranium est notre droit. Nous sommes signataires du traité sur la non-prolifération et nous avons donc le droit de bénéficier de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, y compris de l'uranium enrichi. La manière dont nous exerçons ce droit ne regarde que nous. L'enrichissement est une partie sensible de nos négociations. L'équipe américaine connaît notre position, nous connaissons la sienne. Nous avons déjà échangé nos préoccupations et je pense qu'une solution est possible. Étant donné que le dialogue porte principalement sur le programme nucléaire, l'agence iranienne ISNA a annoncé que Raphaël Grossi, directeur de l'AIEA, avec lequel Abbas Araghchi s'est récemment entretenu au téléphone, pourrait participer aux négociations cette fois-ci. Nous sommes partis engagés au TNP, le traité sur la non-prolifération, et avons un accord de garantie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes prêts à coopérer pleinement avec celle-ci, conformément aux garanties, de même que nous pourrions accepter, sous certaines conditions, le protocole additionnel aux garanties du TNP. Je pense qu'un mécanisme de vérification et de surveillance complet est acceptable et peut être mis en place. En ce qui concerne les États-Unis, la position de Donald Trump sur la question iranienne reste très vague. Au cours du dernier mois, le président américain a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis souhaitaient une solution diplomatique et un accord avec Téhéran. Dans le même temps, Trump a également déclaré qu'il envisageait la possibilité de lancer des frappes contre l'Iran. Selon le New York Times, qui cite des sources au sein de l'administration américaine, si les parties ne parviennent pas à un compromis, les conséquences seront graves. Selon des sources informées des discussions internes de l'administration, le président Trump a indiqué à ses conseillers que si la diplomatie ou une éventuelle première frappe américaine ciblée ne suffisait pas à faire céder l'Iran et à l'amener à renoncer à son programme nucléaire, il envisagerait dans les prochains mois une attaque de bien plus grande envergure destinée à chasser les dirigeants iraniens du pouvoir. Cependant, il n'y a pas de fumée sans feu. Le New York Times a également rapporté que, selon des responsables iraniens, le guide suprême iranien Ali Khamenei aurait déjà ordonné la préparation d'un plan d'action au cas où il viendrait à mourir prématurément. Dans le même temps, l'Iran a averti à plusieurs reprises que si les États-Unis manifestaient de quelque manière que ce soit une agressivité militaire à son égard, Téhéran riposterait immédiatement en frappant les bases américaines au Moyen-Orient. Le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass est hors de question pour Zelensky, même en échange du cessez-le-feu qu'il souhaite tant. Dans une interview accordée à la BBC, il a justifié ses décisions par le souci de préserver l'intégrité de la société ukrainienne. L'homme politique ukrainien Volodymyr Zelensky affirme depuis longtemps vouloir un cessez-le-feu. Une proposition réaliste et tout à fait équitable lui a été faite. Un cessez-le-feu en échange d'un territoire que Kiev, vu la situation actuelle sur le front, aura, selon Trump, beaucoup de mal à conserver de toute façon. Cependant, Zelensky, qui n'est manifestement pas en mesure de dicter ses conditions, n'a pas l'intention de céder. Voici ce qu'il a répondu à ce sujet dans une récente interview accordée à la BBC. Vous avez déclaré que les États-Unis et la Russie vous ont indiqué que pour parvenir à un cessez-le-feu d'ici l'été, l'Ukraine devrait renoncer aux 20% du territoire de la République populaire de Donetsk que vous contrôlez encore, ces soi-disant villes fortifiées. N'est-ce pas une chose raisonnable à faire puisqu'ils le demandent tous les deux ? Je le vois d'une autre manière. Je ne considère pas cela simplement comme un territoire, ou pas seulement comme tel. Pour moi, cela signifierait abandonner, affaiblir nos positions.
et abandonner des centaines de milliers de nos concitoyens qui vivent là-bas. C'est ainsi que je le perçois, et je suis convaincu qu'un tel retrait diviserait notre société. Tout en invoquant la division de la société pour refuser de céder le territoire en question, Zelensky ne semble pas trop en réalité se soucier de son peuple lorsqu'il s'agit de sa propre illégitimité. Le mandat présidentiel de Zelensky a pris fin en 2024, mais pas d'élection en Ukraine depuis. Pour justifier son maintien au pouvoir, le chef du régime de Kiev revient sur ses exigences en matière de garantie de sécurité. Quant à l'annonce des élections, je le répète, d'abord la sécurité, puis la politique. Nous pouvons passer aux élections lorsque nous aurons toutes les garanties de sécurité nécessaires. Il en résulte un cercle vicieux. En réponse aux exigences de la Russie et des États-Unis, Zelensky avance les siennes, campant obstinément sur ses positions, s'accrochant au pouvoir et poursuivant la guerre. Mais à quel prix? Un extrait de la vidéo diffusée par la BBC avant l'interview de Volodymyr Zelensky illustre clairement la situation. À Lvov, dans l'ouest de l'Ukraine, les cimetières n'ont plus de place pour enterrer les soldats tombés au combat. L'Ukraine fait état de 55 000 morts confirmés, un chiffre sous-estimé, puisqu'il ne prend en compte que les dépouilles retrouvées. Selon la BBC, des dizaines de milliers de morts, mais cela ne semble pas suffire à Volodymyr Zelensky. L'armée ukrainienne manque d'effectifs et les soldats sont littéralement enrôlés de force dans la guerre, directement dans la rue, continuant de perdre malgré l'aide militaire de plusieurs milliards de dollars fournis par ses alliés. Zelensky en demande toujours plus. Ce mois de février, il a proposé à l'Europe de financer une armée contractuelle pour l'Ukraine. Quant aux effectifs, c'est là que les Européens peuvent nous aider si nous faisons passer notre armée, ou plutôt quand nous la ferons passer, de la mobilisation au système contractuel. C'est exactement ce que fait Poutine. Il paie chaque homme pour son contrat. Nous voulons faire la même chose, mais nous n'avons pas suffisamment de moyens. C'est là que les Européens peuvent aider. Toutefois, pour l'instant, les Européens ne financent pas ce programme. Illégitime et incompétent, l'ancien acteur ukrainien n'a d'autre choix que de continuer à accuser la méchante Russie d'avoir déclenché la guerre. Cela ne surprend plus personne, mais c'est plus facile que de faire le bon choix et reconnaître ses erreurs, des erreurs qui coûtent la vie de son propre peuple. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour discuter de l'adoption du 20e paquet de sanctions contre la Russie. La Hongrie et la Slovaquie ont opposé leur veto. L'Europe est inébranlable dans sa marche vers la division interne. Les dirigeants du bloc discutent d'un énième paquet de sanctions contre la Russie voué à l'échec. Même le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ne croit pas au succès de cette initiative. Alors, il va bien sûr y avoir des discussions sur le 20e paquet de sanctions. À mon avis, il n'y aura pas de progrès à ce sujet aujourd'hui, mais il est certain que nous ferons pression en ce sens. La raison de ce désespoir parmi les dirigeants du bloc européen réside dans l'absence de consensus au sein des pays membres. La Hongrie a déclaré qu'elle bloquerait le 20e paquet lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Les autorités hongroises et slovaques ont déclaré qu'elles cesseraient de fournir de l'électricité à l'Ukraine si celle-ci ne remettait pas en service l'oléoduc Druzhba, par lequel ces deux pays reçoivent du pétrole de Russie, ce que le régime de Kiev qualifie de chantage. Le transit a été interrompu par la partie ukrainienne le 27 janvier sous prétexte de frappe russe. En effet, l'Ukraine déclare que la Russie aurait ciblé son propre oléoduc et effectué des frappes de drones sur ce dernier. Selon les informations disponibles, outre la Hongrie et la Slovaquie, la Grèce, Malte, l'Italie et l'Espagne ont également émis diverses objections à l'égard de différentes parties du paquet de sanctions. Nous ne soutenons pas l'adoption du 20e paquet parce que l'Ukraine a décidé de ne pas reprendre les livraisons de pétrole vers la Hongrie, mettant ainsi en danger notre sécurité énergétique. Personne n'a le droit de compromettre notre sécurité énergétique car il s'agit d'une question de souveraineté nationale. L'oléoduc Druzhba n'a été la cible d'aucune attaque russe. Il n'a subi aucun dommage et, à ce jour, rien ne s'oppose matériellement à la reprise des livraisons. C'est une décision purement politique de la part de l'Ukraine. Il s'agit d'un véritable chantage visant à contraindre la Hongrie à modifier sa position sur l'Ukraine, sur son adhésion à l'Union européenne et sur l'ensemble de ces questions. Il est évident qu'il existe une coordination avec notre position alors que nous entrons dans la phase préparatoire des élections. Il est tout aussi clair qu'il y a une coordination avec Bruxelles. Mais nous ne céderons pas. Tout dépend de l'Ukraine. Ce sont
sont eux qui décideront quand les livraisons de pétrole vers la Hongrie reprendront. Tant que cela ne se produira pas, la position de la Hongrie ne changera pas. Pour être franc, il est extrêmement frustrant de constater qu'ici, à Bruxelles, on prend le plus souvent le parti d'un État non membre de l'Union européenne contre des États membres. La Commission européenne donne parfois l'impression d'agir comme une commission ukrainienne. Et cela, à mes yeux, est inacceptable. La décision de la Hongrie a été critiquée par de nombreux ministres des Affaires étrangères européens. Le ministre allemand des Affaires étrangères notamment est convaincu que la Hongrie trahit la souveraineté européenne et estime que toutes les difficultés peuvent être surmontées avec clarté et fermeté. La position de l'Allemagne est très claire. Nous devons maintenant montrer notre fermeté, apporter à l'Ukraine un soutien durable et faire exactement ce que nous avons fait l'année dernière, à savoir augmenter la pression sur la Russie. C'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied au 20e paquet de sanctions. Je suis certain que nous y parviendrons au bout du compte. Nous pouvons surmonter tous les problèmes existants avec clarté et fermeté de la part de l'Ukraine et avec une orientation européenne claire. La position de la Hongrie m'étonne. Nous devons en discuter avec nos collègues hongrois. Je pense qu'il n'est pas juste que la Hongrie trahisse sa propre lutte pour la liberté et la souveraineté européenne. Nous allons donc de nouveau présenter nos arguments aux Hongrois à Budapest, mais aussi ici à Bruxelles, bien sûr, afin qu'ils reconsidèrent leur position. L'histoire montrera en effet qu'il est juste de rester orienté vers l'Europe. Une autre pique ressentie par l'Union européenne est le soutien non obtenu des États-Unis et du G7 pour bloquer conjointement les livraisons de pétrole russe dans le cadre du 20e paquet de sanctions. L'UE prévoyait d'interdire totalement aux entreprises européennes de transporter du pétrole russe ainsi que de fournir tout service d'entretien, d'approvisionnement, de financement et d'assurance aux pétroliers transportant du pétrole russe, quel que soit leur pavillon. La Commission européenne a invité ses partenaires à adopter une interdiction similaire pour leurs entreprises. Cependant, la réticence des partenaires à suivre cette ligne s'explique facilement. L'UE se contredit constamment. Preuve en sont les propos de la ministre lettone des Affaires étrangères qui a réussi à dire dans une seule et même déclaration que la Russie ne voulait pas la paix, puis qu'elle menait simultanément des négociations de paix. Pour l'heure, nous ne constatons aucun signe indiquant que la Russie souhaite la paix ou qu'il y ait une avancée dans ce sens. Il n'apparaît donc pas possible pour l'Europe de dialoguer avec la Russie. En parallèle, il y a bien sûr des négociations multilatérales en cours entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Il serait souhaitable que l'Europe y participe car des intérêts européens sont aussi en jeu et seule l'Europe peut en décider. Auparavant, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait déclaré que dans le cadre des nouvelles sanctions, l'UE avait l'intention d'interdire complètement le transport du pétrole russe. En formulant des mesures visant à bloquer le transport maritime de pétrole en provenance de Russie, la Commission européenne inclut en fait dans ce paquet des justifications pour l'interception et l'inspection des pétroliers dits suspects afin de vérifier s'ils participent au transport du pétrole russe. Une partie des pays de l'UE voit dans cette évolution une menace réelle de conflit militaire avec la Russie en mer. Fin de citation. La Cour suprême désavoue Donald Trump et qualifie d'illégal une partie des droits de douane américains. Loin d'admettre sa défaite, le président américain a simplement recommencé, créant la panique des autorités et entreprises européennes. Les détails avec Nadège Abderrazak. Donald Trump persiste et signe malgré le désaveu infligé par la Cour suprême américaine qui qualifie d'illégal la majorité des droits de douane imposés par le président américain. Ce dernier récidive. Il a aussitôt annoncé une hausse de 10 puis de 15% de taxes supplémentaires sur tous les produits vendus aux États-Unis et venus de l'étranger. À la suite d'un examen approfondi, détaillé et complet de la décision ridicule, mal rédigée et profondément anti-américaine rendue hier sur les droits de douane par la Cour suprême des États-Unis, après de longs mois de réflexion, je tiens à déclarer qu'en tant que président des États-Unis d'Amérique, je vais, avec effet immédiat, augmenter les droits de douane imposés à tous les pays étrangers, dont beaucoup ont arnaqué les États-Unis pendant des décennies sans en payer le prix, jusqu'à mon arrivée. De 10% au seuil pleinement autorisé et juridiquement valide de 15%. Au cours des prochains mois, l'administration Trump déterminera et annoncera les nouveaux droits de douane légalement applicables afin de poursuivre notre processus extraordinairement réussi de rendre à l'Amérique sa grandeur, plus grande que jamais.
Voilà qui promet de nouvelles turbulences économiques ici en Europe. La plupart des produits de l'Union européenne sont déjà taxés à hauteur de 15% par les États-Unis depuis l'accord négocié l'été dernier avec Washington. Mais l'incertitude inquiète tout de même les entreprises qui exportent outre-Atlantique. Emmanuel Macron prône l'apaisement mais se dit tout de même prêt à appliquer la réciprocité aux produits américains entrant au sein de l'Union européenne. L'an dernier, la majorité des secteurs ont souffert des droits de douane appliqués, imposés par Donald Trump. Celui des cosmétiques, par exemple, a perdu 500 millions d'euros de chiffre d'affaires aux États-Unis et la situation pourrait encore empirer si ces droits de douane de 15% étaient maintenus. 6 000 emplois seraient menacés en France.